Audible Studio présente L'obstacle et le chemin, de l'art éternel de transformer les épreuves en victoire. De Ryan Holiday, lu par Nicolas Germag. Introduction. Et vous voilà face à cette chose, ce problème, cet obstacle, cette difficulté frustrante, malencontreuse, problématique, inattendue, qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Vous la redoutiez ou espériez qu'elle ne se produise jamais. Et si ce n'était pas si grave après tout? Et s'il y avait certains avantages ancrés ou inhérents à ce problème, des bénéfices dont vous pourriez tirer parti? Que feriez-vous? Selon vous, comment réagirait la majorité des gens? Ils feraient sans doute ce qu'ils ont toujours fait. Et ce que vous faites vous-même en ce moment? Rien. Soyons honnêtes. La plupart d'entre nous restent paralysés. Quels que soient nos objectifs personnels, nous restons paralysés devant les nombreux obstacles qui se dressent devant nous. Nous aimerions qu'il en soit autrement, mais c'est pourtant la vérité. Ce qui nous bloque est clair. Ce sont des causes systémiques, des institutions qui se dégradent, un taux de chômage en hausse, des frais de scolarité qui s'envolent, des bugs technologiques. Ce sont des causes individuelles. On se trouve trop petit, trop vieux, trop peureux, trop pauvre, trop stressé, sans soutien. On manque de confiance. Nous sommes doués pour dresser la liste de tout ce qui nous arrête. Chaque obstacle est unique pour chacun d'entre nous. Mais nos réactions sont identiques. La peur, la frustration, la confusion, l'impuissance, la dépression, la colère. Vous savez ce que vous avez envie de faire, mais vous avez l'impression qu'un ennemi invisible vous retient, vous plaque au sol sous des oreillers. Vous essayez d'atteindre un but, mais invariablement quelque chose bloque votre chemin, contrecarrant chacune de vos actions. Le peu de liberté qui vous reste vous laisse l'impression que vous pouvez faire quelque chose et que c'est votre faute si vous n'arrivez pas à avancer. Nos emplois, nos relations, notre place dans le monde ne nous satisfont pas. Nous essayons d'avancer, mais quelque chose se dresse au milieu du chemin. Alors, nous ne faisons rien. On accuse notre patron, la situation économique, les politiques, les autres. On estime qu'on est un raté ou que nos objectifs sont inaccessibles. Pourtant, seule notre attitude et notre approche sont à remettre en cause. On ne compte plus les exemples et les livres qui nous expliquent comment réussir. Mais personne ne nous a jamais appris à surmonter l'échec, à appréhender les obstacles, à y faire face et à triompher. Alors nous sommes coincés, assaillis de toutes parts. Nous sommes perdus, déchirés. Nous ne savons pas quoi faire. Cependant, tout le monde ne reste pas paralysé. Nous admirons ceux qui semblent transformer les obstacles en véritables tremplins. Mais comment font-ils? Quel est leur secret? Ce qui est encore plus mystérieux, c'est que les générations précédentes ont affronté des problèmes bien pires avec moins de filets de sécurité et d'outils à leur disposition. Ils ont géré les mêmes obstacles que nous devons affronter aujourd'hui, plus tous ceux qu'ils ont tenté d'éliminer pour leurs enfants, pour les autres. Et pourtant, nous sommes encore coincés. Qu'avaient nos ancêtres de plus que nous? Qu'est-ce qui nous manque? C'est simple. Une méthode et un cadre pour comprendre, apprécier et agir par rapport aux obstacles que la vie sème devant nous. John D. Rockefeller avait une bonne méthode, du sang-froid et de l'autodiscipline. Démosthène, le grand orateur athénien, en avait une aussi, une volonté implacable de s'améliorer par l'action et l'entraînement. Chez Abraham Lincoln, c'était l'humilité, l'endurance et la compassion. Vous retrouverez au fil des pages le nom de personnages exemplaires, parmi lesquels Ulysses S. Grant, Thomas Edison, Margaret Thatcher, Samuel Zemurray, Amelia Earhart, Erwin Rommel, Dwight D. Eisenhower, Richard Wright, Jack Johnson,
Theodore Roosevelt, Steve Jobs, James Stockdale, Laura Ingalls Wilder, Barack Obama. Certains ont affronté l'horreur de l'emprisonnement à la maladie handicapante en plus des frustrations courantes semblables aux nôtres. Ils se sont frottés à des rivaux, ont affronté des vents contraires en politique, connu des drames, la résistance, subi le conservatisme, des ruptures, le stress et des catastrophes économiques, ou pire encore. Mis à l'épreuve par ces pressions, ces individus en ont été transformés, comme l'a souligné Andy Grove, ancien PDG d'Intel, en décrivant ce qui arrive aux entreprises en temps de crise. Les mauvaises entreprises sont détruites par la crise, les bonnes y survivent, les excellentes s'améliorent. À l'image des entreprises excellentes, les grandes personnalités trouvent un moyen de transformer le négatif en positif. C'est impressionnant et même un exploit touchant. Ils ont pris à bras le corps ce qui les retenait, ce qui pourrait vous retenir en cet instant même, et l'ont utilisé pour avancer. Tous les grands personnages de l'histoire partagent cela. Comme l'oxygène sur le feu, les obstacles sont venus alimenter la flamme de leur ambition. Rien ne pouvait les empêcher d'aller de l'avant et ils étaient et continuent à être impossibles à décourager ou à arrêter. Chaque entrave n'a fait qu'attiser leur feu intérieur avec une férocité décuplée. Ce sont des personnes qui ont renversé leurs obstacles, qui ont adopté les paroles de Marc Aurèle et intégré le groupe que Cicéron appelait les seuls véritables philosophes, les stoïciens. Même s'ils ne les ont jamais lus, ils avaient la capacité de percevoir les obstacles tels qu'ils étaient réellement, l'ingéniosité de les gérer et la volonté de se confronter à un univers qui dépassait leur entendement et leur maîtrise. Soyons honnêtes, la plupart du temps, nous nous retrouvons que très rarement dans des situations horribles que nous devons endurer. Il s'agit plutôt d'inconvénients mineurs ou de conditions défavorables qui nous affligent. Ou alors, nous essayons de faire quelque chose de très difficile et nous sommes dépassés, débordés ou à court d'idées. Eh bien soit. Retournons le problème. Trouvons un avantage. Prenons-le comme un coup de pouce. C'est aussi simple que ça. Mais évidemment, ce n'est pas facile. Cet ouvrage n'est pas un condensé d'optimisme vague et exubérant. Il ne s'agit pas d'un livre qui vous conseille de tomber dans le déni lorsque les choses vont mal, ni de tendre l'autre joue si vous vous faites complètement avoir. Vous n'y trouverez pas non plus des dictons pleins de sagesse ni de proverbes mignons, mais inefficaces. Il ne s'agit pas non plus d'une étude académique ou de l'histoire du stoïcisme. Il y a déjà de nombreux écrits à ce sujet de la part de grands penseurs pleins de sagesse. Inutile donc de paraphraser ce qu'ils ont déjà écrit, lisez plutôt les versions originales. Il n'existe pas d'écrit philosophique plus accessible. On a l'impression qu'il remonte à l'année dernière, et non 1000 ans auparavant. Quoi qu'il en soit, j'ai fait de mon mieux pour rassembler, comprendre et désormais publier leurs enseignements et les astuces tirées des principes du stoïcisme. La philosophie ancienne ne s'est jamais vraiment embarrassée de droits d'auteur ou d'originalité. Tous les écrivains ont voulu traduire et expliquer la sagesse des grands maîtres dont on a hérité dans les livres. Les écrits, les chansons, les poèmes et les histoires. Tous les enseignements se nourrissent de l'expérience humaine au cours des millénaires. Ce livre reprend les principes de leur sagesse afin que vous puissiez atteindre, vous aussi, notre objectif commun et urgent, surmonter des obstacles. Au quotidien, nous avons à affronter des obstacles psychologiques, émotionnels, et dans son ensemble, la société s'en trouve paralysée. Si ce livre pouvait simplement faciliter la confrontation et le démantèlement des obstacles, j'en serais déjà ravi. Mais je vise plus haut. J'aimerais vous montrer comment transformer chaque obstacle en avantage. Ce livre est une compilation de pragmatisme impitoyable et d'histoires qui illustrent l'art de la persévérance et de l'ingéniosité infatigable. Il vous apprendra comment sortir de situations compliquées, comment sortir de l'ornière,
comment transformer les situations négatives que tout un chacun rencontre dans la vie en expériences positives. Ou tout au moins, comment tirer parti pour transformer un obstacle en un avantage possible, de trouver une chance dans la malchance. Je ne vous apprends pas simplement à dire « Comment puis-je penser que ce n'est pas si grave ?» Je cherche à vous motiver, à voir le bon côté des choses. L'occasion de trouver un nouveau point d'appui, d'avancer, de prendre une meilleure direction. Je ne vous dis pas « Soyez positif », mais apprenez à être sans cesse créatif et opportuniste. Pas de « ce n'est pas si grave », mais « je peux en tirer quelque chose de bien ». Si c'est possible. En réalité, on l'a déjà fait, et on le fait tous les jours. Tel est le pouvoir qui vous sera révélé dans ce livre. Les obstacles sur notre route. On raconte une légende zen à propos d'un roi dont les sujets étaient devenus fainéants. Mécontent de leur paresse, il voulait leur donner une leçon. Son plan était très simple. Placer un gros rocher au milieu de la route qui bloquerait l'entrée de la cité, puis observer leur réaction. Comment les sujets allaient-ils réagir? Allaient-ils s'unir pour ôter le rocher? Allaient-ils se décourager et rebrousser chemin? De plus en plus déçu, le roi regarda ses sujets arriver devant l'obstacle et rebrousser chemin. Au mieux, certains essayèrent sans conviction de retirer le rocher avant d'abandonner. Ils étaient nombreux à se plaindre, maudissant le roi ou la malchance, ou encore déplorant l'inconvénient, mais aucun ne prit vraiment les choses en main. Au bout de plusieurs jours, un paysan, qui se rendait en ville, arriva devant le rocher. Il ne rebroussa pas chemin, au contraire. Il tenta de toutes ses forces de l'ôter de la route. Puis il eut une idée. Trouver dans la forêt un objet qui pourrait lui servir de levier. De retour devant le rocher, il utilisa une grosse branche qu'il avait taillée pour dégager la route. Sous le rocher se trouvait une bourse remplie de pièces d'or et un message du roi, disant « L'obstacle sur le chemin ouvre la voie. N'oubliez jamais, dans chaque obstacle se cache une chance d'améliorer notre condition. » Alors, qu'est-ce qui vous retient? Un aspect physique? Votre taille? Votre race? La distance? Le handicap? L'argent? Un aspect psychologique? La peur, l'incertitude, l'inexpérience, les préjugés? Ou peut-être qu'on ne vous prend pas au sérieux? Ou que vous vous trouvez trop vieux? Ou que vous manquez de soutien, de ressources? Peut-être que les lois ou règlements limitent vos options, ou peut-être vos obligations. Des objectifs erronés, le doute. Quelle que soit la raison, vous en êtes là. Nous en sommes tous là. Et ce sont bel et bien des obstacles. Je comprends, et personne ne dit le contraire. Mais regardez les individus qui sont passés avant vous. Des athlètes trop petits, des pilotes dont la vue n'était pas assez bonne, des idéalistes en avance sur leur époque, des individus de telle ou telle origine, des étudiants qui ont abandonné leurs études, des dyslexiques, bâtards, immigrants, nouveaux riches, partisans, croyants, rêveurs, ou ceux qui sont partis de rien, ou pire encore, qui viennent d'endroits où leur vie était menacée au quotidien. Que leur est-il arrivé? Eh bien, beaucoup d'entre eux ont abandonné, mais pas tous. Certains ont relevé le défi. Ils se sont entraînés plus durement. Ils ont cherché des raccourcis et des points faibles. Ils ont discerné les alliés parmi les visages étrangers. Ils ont été un peu malmenés, bousculés. Tout était un obstacle qu'ils devaient renverser. Et alors, dans chacun de ces obstacles se nichait une opportunité. Et ils l'ont saisie. Ils ont réussi grâce à ça. Suivons leur exemple. Que l'on ait des difficultés à trouver du travail, que l'on se batte contre des discriminations,
que nos finances soient dans le rouge, qu'on entretienne une relation malsaine, qu'on affronte un adversaire agressif, qu'un employé ou un élève soit difficile à cerner, qu'on ait un blocage artistique, on a besoin de savoir qu'il y a toujours une issue. Dans une situation négative, nous pouvons trouver un avantage. Toutes les grandes victoires, que ce soit dans le monde de la politique, des affaires, de l'art ou de la séduction, ont nécessité la résolution de problèmes frustrants grâce à un savant dosage de créativité, de concentration et d'audace. Quand on a un objectif, les obstacles nous apprennent comment nous rendre là où nous voulons aller. Ils nous dessinent le chemin à emprunter. Comme l'a écrit Benjamin Franklin, les choses qui font mal sont instructives. Aujourd'hui, la plupart de nos obstacles sont internes, pas externes. Depuis la Seconde Guerre mondiale, nous avons connu des époques de prospérité. Moins d'ennemis à affronter, moins d'épidémies mortelles, plus de filets de sécurité. Mais le monde a rarement tendance à faire ce qu'on veut. Au lieu de nous opposer à des ennemis, nous subissons des tensions internes. Nous connaissons des frustrations au niveau professionnel. Nous avons des désirs inassouvis. Nous sommes impuissants. Et nous ressentons toujours les mêmes émotions qui définissent l'être humain, à savoir le chagrin, la douleur et la perte. La source de beaucoup de nos problèmes provient du fait que nous avons trop de choses, trop de bugs technologiques, trop de malbouffe, trop de traditions qui dictent notre façon de vivre. Nous nous sommes ramollis, nous revendiquons des droits, nous avons peur des conflits. Les époques fastes appellent à la mollesse. L'abondance peut être un obstacle en soi, comme de nombreux individus peuvent en attester. Notre génération a plus que jamais besoin d'une approche pour vaincre les obstacles et prospérer dans le chaos. Une méthode qui nous aide à renverser nos problèmes, à les utiliser comme une toile pour peindre un chef-d'œuvre. Cette approche polyvalente est adaptée aux entrepreneurs comme aux artistes, aux conquérants ou aux coachs, que l'on soit un écrivain méconnu, un sage ou une maman active. Comment passer au travers? Un jugement objectif à l'instant présent. Une action désintéressée à l'instant présent. L'acceptation volontaire à l'instant présent de tout événement extérieur. Tu n'as besoin de rien de plus. Marc Aurèle. Vaincre les obstacles est une discipline qui comporte 3 étapes essentielles. Tout commence par la façon d'aborder nos problèmes spécifiques. Notre attitude ou notre approche. Puis viennent l'énergie et la créativité avec lesquelles nous les disséquons et les transformons en opportunités. Et enfin, l'adoption et le maintien d'une volonté intérieure qui nous permettent de gérer l'échec et la difficulté. Il s'agit de 3 disciplines interdépendantes, interconnectées et reliées de façon fluide. La perception, l'action et la volonté. C'est un processus simple, mais encore une fois jamais facile. Vous allez voir ce processus appliqué dans l'histoire, le monde des affaires et la littérature. En analysant des exemples précis de chaque étape sous tous les angles, vous apprendrez à adopter cette attitude et vous approprier son ingéniosité. Et ce faisant, vous découvrirez comment créer un passage lorsque la porte est fermée. Grâce aux exemples concrets de praticiens, vous apprendrez à gérer les obstacles courants. En général, les gens échouent au pied de l'obstacle ou sont submergés par la difficulté à le franchir. Et comment aborder leur approche dans votre vie. Car il faut vous attendre à rencontrer des obstacles et savoir les accepter. Les accepter? Eh oui, car ces obstacles sont en réalité des occasions de nous tester, d'innover et, en fin de compte, de triompher. L'obstacle est le chemin. Première partie, percevoir. Qu'entend-on par perception? C'est la façon de percevoir et de comprendre ce qui se passe autour de nous et de décider de l'importance à accorder à ces événements. Nos perceptions
peuvent être une force ou une faiblesse. Si nous sommes émotifs, subjectifs ou si nous manquons de vision à long terme, nous ne faisons qu'amplifier nos problèmes. Pour éviter d'être accablés par notre environnement, nous devons, comme les anciens, apprendre à modérer nos passions et limiter leur impact sur notre vie. Il faut du talent et de la discipline pour éviter les nuisances d'une perception erronée, pour distinguer les signes fiables des leurs, pour filtrer les idées reçues, les attentes, les peurs. Mais cela en vaut la peine, car il ne reste que la vérité. Tandis que les autres sont surexcités ou effrayés, nous restons calmes et imperturbables. Nous voyons les choses simplement, sans détour, telles qu'elles sont, ni bonnes ni mauvaises. C'est un avantage considérable pour affronter les obstacles. La discipline de la perception. Avant de devenir magnat du pétrole, John D. Rockefeller était un comptable aspirant investisseur, un petit boursicoteur de Cleveland dans l'Ohio. Fils d'un délinquant alcoolique qui avait abandonné sa famille, le jeune Rockefeller commença à travailler en 1855, à l'âge de 16 ans. Il a célébré ce jour comme fête du travail toute sa vie. Il était content de gagner 50 cents par jour. Puis, il y eut une panique, celle de 1857 précisément, une crise financière nationale sans précédent qui débuta dans l'Ohio et qui toucha particulièrement Cleveland. Alors que les entreprises fermaient et que le prix des céréales s'effondrait dans tout le pays, la conquête de l'Ouest s'arrêta brusquement. Il s'ensuivit une dépression qui dura plusieurs années. Rockefeller aurait pu prendre peur. C'était la plus grande dépression qu'ait connue le marché à cette époque, et celle-ci l'a touché alors qu'il commençait à s'intégrer dans le monde des affaires. Il aurait pu reculer et s'enfuir, comme son père. Il aurait pu arrêter la finance pour suivre une carrière moins risquée. Mais même à un jeune âge, Rockefeller était un homme de sang-froid, d'un calme imperturbable sous la pression. Il gardait la tête sur les épaules alors qu'il était en train de perdre sa chemise, alors que tout le monde perdait la tête. Alors, au lieu de se lamenter sur ce chambardement économique, Rockefeller observa attentivement les événements. D'une façon presque perverse, il choisit de les considérer comme une chance d'apprendre, un baptême du marché. Il économisa discrètement son argent et regarda les autres commettre des erreurs. Il vit les faiblesses de l'économie alors que beaucoup la prenaient pour sûre et étaient de fait mal préparés au changement ou à la crise. Il apprit une leçon capitale dont il se souviendrait à jamais. Le marché est intrinsèquement imprévisible et souvent vicieux. Seul un esprit rationnel et discipliné peut espérer en obtenir des avantages. Il constata que la spéculation menait à la catastrophe et qu'il devait toujours ignorer la foule en délire et ses penchants. Rockefeller mit immédiatement cette sagacité en pratique. À 25 ans, un groupe d'investisseurs lui proposa près de 500 000 $ pour trouver des puits de pétrole rentables ou investir. Ravi de l'opportunité, Rockefeller entreprit de visiter les champs pétrolifères avoisinants. Quelques jours plus tard, il choqua ses bienfaiteurs en revenant à Cleveland les mains vides, sans avoir dépensé ou investi le moindre dollar du fonds. Pour lui, ce n'était pas le bon moment d'investir, même si le marché était en ébullition. Il rendit donc l'argent et se tint à l'écart du monde du forage. Ce sont son autodiscipline et son objectivité qui ont permis à Rockefeller de distinguer des avantages dans tous les obstacles que la vie a dressés devant lui pendant la guerre civile, les crises de 1873-1907 et le krach de 1929. Comme il l'a fait remarquer un jour, il était curieux de voir une opportunité dans chaque catastrophe. Nous pourrions ajouter qu'il avait aussi la force de résister à la tentation ou aux engouements, quel que soit leur degré de séduction et quelle que soit la situation. 20 ans après la première crise économique, Rockefeller allait à lui seul contrôler 90% du marché du pétrole. Tous ses concurrents avides avaient péri, ses collègues nerveux
avaient revendu leur part et s'étaient retirés du monde des affaires. Quant aux sceptiques, ils avaient raté le coche. Toute sa vie durant, Rockefeller conserva une approche visionnaire des affaires. Plus le chaos était grand, plus le milliardaire restait calme, surtout quand son entourage paniquait ou devenait trop gourmand. Il réalisa une grande partie de sa fortune pendant les fluctuations du marché, car il avait une vision à long terme que d'autres n'avaient pas. Cette sagacité est illustrée par le célèbre adage de Warren Buffett « Soyez craintifs quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres sont craintifs ». Comme tous les grands investisseurs, Rockefeller savait résister aux impulsions et privilégiait le bon sens. Un critique respectueux de l'empire de Rockefeller a décrit le Trust Standard Oil comme une créature mythique protéiforme, capable de se métamorphoser à chaque tentative de démantèlement de la part de ses concurrents ou du gouvernement. C'était une critique mais aussi une caractéristique de la personnalité de Rockefeller. Résilient, adaptable, calme, génial. Rien ne l'ébranlait. Ni les crises économiques, ni les mirages des fausses opportunités, ni les ennemis agressifs ou impressionnants, ni même les procureurs fédéraux, qui trouvaient en lui un témoin difficile à interroger car il ne mordait jamais à l'hameçon, il ne se braquait pas, il ne s'énervait jamais. Était-il né comme ça? Non. C'était un comportement acquis. Rockefeller avait appris cette leçon de discipline quelque part. Cela avait commencé durant la crise de 1857 à l'école de l'adversité et du stress, selon ses propres termes. Les jeunes gens qui doivent se battre pour s'installer dans la vie ont bien de la chance. Je serai éternellement reconnaissant pour ces 3 années et demie d'apprentissage et de difficultés à surmonter tout au long du chemin, a-t-il déclaré. Évidemment, de nombreuses personnes ont vécu les mêmes époques compliquées que Rockefeller. Ils ont tous été à l'école des mauvaises périodes, mais peu ont réagi comme lui. Rares sont ceux qui s'étaient entraînés à voir le bon côté des choses, qui considéraient que les obstacles dressés devant eux n'étaient pas de la pure malchance, mais une leçon, une chance d'apprendre d'un de ces rares moments dans l'histoire de l'économie. Vous serez confronté à des obstacles pendant votre vie, des obstacles justes ou injustes, et vous découvrirez à chaque fois que le plus important, ce ne sont pas les obstacles eux-mêmes, mais comment vous les percevez, comment vous réagissez si vous arrivez à garder la tête froide. Vous apprendrez que cette réaction détermine la façon dont vous arriverez à les dépasser, voire à prospérer à cause d'eux. Là où certains voient un problème, d'autres voient une opportunité. Là où certains sont aveuglés par la réussite, d'autres voient la réalité avec une objectivité impitoyable. Là où certains perdent le contrôle de leurs émotions, d'autres restent sereins. Le désespoir, la peur, l'impuissance sont des fonctions de notre perception. Il faut vous dire que rien ne vous oblige à vous sentir ainsi. Vous choisissez de céder à ces sentiments. Ou alors, comme Rockefeller, choisissez de ne pas y céder. C'est précisément à ce point de divergence entre la façon dont Rockefeller percevait son environnement et comment le reste du monde le perçoit généralement, qu'est née sa réussite presque incompréhensible. La confiance prudente qu'il avait en lui était une forme de pouvoir incroyable. Percevoir ce que d'autres considèrent négatif de façon rationnelle, claire et surtout comme une opportunité à saisir, et pas comme quelque chose à craindre ou déplorer. Rockefeller est bien plus qu'une analogie. Nous vivons notre propre âge d'or. En moins d'une décennie, nous avons connu l'explosion de 2 bulles économiques. Des industries entières se sont effondrées. Des vies ont été bouleversées. Ce qui semble injuste abonde. Récession, agitation sociale, adversité. Les gens ont peur et sont découragés, en colère et agacés. Ils occupent le parc Zuccotti ou forment des communautés en ligne. Ils ont raison, non? Pas forcément. Les apparences sont souvent trompeuses.
Ce qui se cache à l'intérieur, en dessous, c'est ça qui compte. Nous pouvons apprendre à percevoir les choses différemment, à écarter les illusions que d'autres craignent ou croient. Nous pouvons arrêter de voir les problèmes comme des problèmes. Nous pouvons apprendre à voir les choses telles qu'elles sont. Nous réagissons trop souvent de manière émotive. Nous nous décourageons et nous perdons nos objectifs de vue. Tout cela ne fait qu'aggraver les choses. Les perceptions inutiles finissent par envahir notre esprit, l'espace sacré de la raison, de l'action et de la volonté, et par nous déboussoler. Notre cerveau a évolué pour s'adapter à un environnement très différent aujourd'hui. Par conséquent, nous avons une sorte de bagage biologique. Les êtres humains sont toujours prêts à déceler des menaces et des dangers qui n'existent plus. Pensez aux sueurs froides, quand vous êtes stressé pour vos finances, ou à votre envie de fuir ou de sortir les griffes quand votre patron vous fait des remontrances. Votre sécurité n'est pas vraiment menacée. Il y a peu de chances que vous mouriez de faim ou que la violence prenne le dessus, même si c'est parfois l'impression que vous avez. Nous avons le choix de notre réponse face à cette situation, ou toute autre situation. Nous pouvons nous laisser mener aveuglément par nos instincts primaires, ou nous pouvons essayer de les comprendre et apprendre à les filtrer. La discipline dans la perception laisse clairement voir l'avantage et l'action à mener pour chaque problème, sans que la panique ou la peur n'interfèrent. Rockefeller l'avait bien compris et s'est libéré du joug des mauvaises perceptions destructrices. Il a peaufiné sa capacité à contrôler, canaliser et comprendre ces signaux. C'était comme un super pouvoir, car la plupart des gens n'y arrivent pas. Ils restent esclaves de leurs impulsions et de leurs instincts qu'ils n'ont jamais remis en question. Nous pouvons appréhender la catastrophe de façon rationnelle. Ou plutôt, comme Rockefeller, nous pouvons voir une opportunité dans chaque catastrophe et transformer cette situation négative en apprentissage, en talent ou en fortune. Perçu correctement, n'importe quel événement, que ce soit un krach boursier ou une tragédie personnelle, présente une occasion d'avancer. Même si nous ne l'avions pas anticipé. Nous devons garder à l'esprit plusieurs éléments lorsque nous sommes face à un obstacle qui nous semble insurmontable. Nous devons essayer d'être objectifs, de contrôler nos émotions, de choisir de voir le bon côté du problème, de rester calme, d'ignorer ce qui perturbe ou limite les autres, de relativiser, de revenir à l'instant présent, de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. C'est ainsi que l'on voit les opportunités devant l'obstacle. Cela n'arrive pas par miracle, c'est un processus basé sur l'autodiscipline et la logique. Et cette logique, vous l'avez. Il suffit de la mettre en pratique. Reconnaissez votre pouvoir. Ôte ton opinion, alors sera ôtée la plainte « J'ai été blessé ». Ôte ta plainte « J'ai été blessé » et la blessure sera ôtée. Marc Aurèle. Le boxeur Robin Hurricane Carter, prétendant au titre de la catégorie mi-moyen et à l'apogée de sa carrière au milieu des années 1960, a été accusé à tort d'un triple homicide. À l'issue de son procès, il a écopé d'une peine hallucinante de 3 emprisonnements à perpétuité. La chute a été rude. Lui qui connaissait le succès et la gloire a été conduit en prison vêtu d'un costume sur mesure hors de prix, avec une bague en diamant valant 5 000 $ et une montre en or. Alors qu'il faisait la queue pour rejoindre les autres détenus, il a demandé à parler à un responsable. En regardant le gardien dans les yeux, Carter l'a informé qu'il ne renonçait pas à la dernière chose qu'il contrôlait encore, lui-même. Il a asséné au gardien « Je sais que vous n'y êtes pour rien dans l'injustice qui m'a conduit dans cette prison, alors je veux bien y rester jusqu'à ce que j'en sorte. Mais en aucun cas, je ne serai traité comme un prisonnier, car je ne suis pas et je ne serai jamais impuissant. » Au lieu de craquer comme beaucoup l'auraient fait dans sa situation, Carter a refusé de renoncer aux libertés qui lui appartenaient. Son comportement, ses croyances, ses choix. Qu'il soit jeté en prison ou mis à l'isolement durant des semaines,
Carter maintenait qu'il avait encore des choix qu'on ne pouvait lui retirer, même si on lui avait pris sa liberté physique. Était-il en colère? Évidemment. Il était furieux de ce qui lui arrivait. Mais comprendre cette colère n'était pas constructif. Il refusait d'enrager dans son coin. Il refusait de craquer, de ramper, de désespérer. Il refusait de porter l'uniforme, de manger la nourriture des prisonniers, d'accepter des visites, de demander une libération conditionnelle ou de travailler à l'intendance pour réduire sa peine. Et il ne se laissait pas faire. Personne ne levait la main sur lui, à moins de chercher la bagarre. Tout ceci était fait dans un but. Chaque gramme d'énergie était dépensé à son affaire judiciaire. Chaque minute où il était éveillé était passée à lire des livres de droit, de philosophie, d'histoire. On ne lui avait pas gâché la vie, on l'avait placé dans un endroit où il ne méritait pas de se retrouver. Et il n'avait pas l'intention d'y rester. Il a appris, lu et profité du temps qu'il avait à sa disposition. Il allait sortir de prison non seulement libre et innocenté, mais meilleur. Il a fallu 19 ans et 2 procès pour casser le verdict. Et quand Carter est sorti de prison, il a simplement repris le cours de sa vie. Il n'a pas intenté de procès civil pour réclamer des dommages et intérêts. Il n'a même pas demandé les excuses de la cour. Pour lui, cela impliquerait qu'il lui avait pris quelque chose et qu'il se sentait lésé. Ça n'a jamais été son point de vue, même dans les pires heures passées au trou. Il avait fait un choix. Ça ne peut pas m'atteindre. Je n'ai peut-être pas souhaité que cela m'arrive, mais j'ai décidé de la façon dont ça allait m'affecter, et personne d'autre ne peut décider à ma place. C'est nous qui décidons comment faire face à chaque situation. Si nous allons craquer ou résister, si nous allons consentir ou rejeter, personne ne peut nous obliger à abandonner ou croire à quelque chose qui n'est pas vrai. Comme une situation qui est franchement désespérée ou impossible à améliorer, notre perception est le facteur que nous maîtrisons totalement. On peut nous jeter en prison, nous cataloguer, nous priver de nos biens, mais personne ne contrôlera nos pensées, nos convictions ou nos réactions. Autrement dit, nous ne sommes jamais complètement impuissants. Même emprisonnés, privés de presque tout, il nous reste un espace de liberté. Notre esprit nous appartient. Si on a de la chance, des livres sont à notre disposition. Et nous avons du temps, beaucoup de temps. Carter n'avait pas beaucoup de pouvoir, mais il avait compris qu'être impuissant était autre chose. De grands hommes, de Nelson Mandela à Malcolm X, ont aussi fait cette distinction essentielle. C'est ainsi qu'ils ont pu transformer leur emprisonnement en atelier où ils se sont transformés, et en école, où ils ont commencé à transformer d'autres personnes. Si un emprisonnement injuste peut être l'occasion de tirer un profit, alors aucune de nos expériences n'est sans receler un avantage potentiel. En toute intelligence, nous pouvons prendre du recul et nous souvenir de situations qui, en elles-mêmes, ne peuvent être selon nous que bonnes ou mauvaises. Cet arbitraire est un jugement que nous, êtres humains, portons aux choses et aux événements grâce à notre perception. Une situation donnée peut s'avérer négative pour un individu, mais positive pour un autre. Il n'y a de bien et de mal que selon l'opinion que l'on a, dirait Shakespeare. De son côté, Laura Ingalls Wilder, la romancière auteure de la célèbre série La Petite Maison dans la Prairie, y croyait fermement. Elle a fait face à des éléments terribles et grandi dans des conditions de vie dramatiques. La pauvreté, l'établissement sur des terrains hostiles et stériles, sur des territoires indiens, les prairies du Kansas et les régions humides de Floride. Mais elle n'a jamais eu peur. Elle n'a jamais été blasée, car elle considérait tout cela comme une aventure. N'importe quel lieu était une occasion de se lancer dans de nouveaux projets, de persévérer avec un esprit de pionnier enjoué, peu importe ce que le destin leur réservait à elle et son époux. Ce n'est pas pour autant qu'elle voyait toujours la vie en rose, mais elle choisissait d'appréhender chaque situation telle qu'elle était, surmontable avec un peu d'huile de coude et de bonne humeur.
D'autres personnes font le choix inverse. Quant à nous, nous ne faisons pas face à des choses aussi impressionnantes, mais nous décidons rapidement que nous sommes foutus. Et c'est ainsi qu'un obstacle devient un obstacle. En d'autres termes, par notre perception des événements, nous sommes complices de la création ainsi que de la destruction de chacun de nos obstacles. Sans nous, il n'y a ni bien ni mauvais. Il n'y a que notre perception. Il n'y a que l'événement et l'histoire que nous nous racontons sur sa signification. Ça change tout, n'est-ce pas? Un employé de votre société commet une erreur imprudente qui vous fait perdre un client. Vous consacrez précisément beaucoup de temps et d'efforts pour éviter cela. Ou alors, en changeant votre perception, c'est peut-être précisément ce que vous cherchiez. La chance de percer à travers les défenses et enseigner une leçon qui ne peut être apprise que par expérience. L'erreur devient formation. Certes, l'événement ne change pas. Quelqu'un a fait une erreur. Mais l'évaluation et le résultat sont différents. Avec l'une des approches, vous avez pris l'avantage. Avec l'autre, vous avez succombé à la colère ou la crainte. Quand votre esprit vous dit que quelque chose est terrible, maléfique, imprévu ou autrement négatif, vous n'avez pas à approuver. Quand on vous dit que quelque chose est désespéré, fou ou en miettes, cela ne l'est pas forcément. Nous décidons de l'histoire que nous nous racontons, ou si nous allons nous en raconter une, tout compte fait. La perception est un véritable pouvoir applicable dans toutes les situations, impossible à entraver, on ne peut qu'y renoncer. Et cette décision n'appartient qu'à vous. Ce dont l'homme a besoin n'est pas du courage, mais du sang-froid. Cela ne s'acquiert qu'avec l'expérience. Theodore Roosevelt. Un jour, Ulysses S. Grant posait pour le célèbre photographe de la guerre de sécession Matthew Brady. Le studio était trop sombre, alors Brady a envoyé quelqu'un sur le toit pour découvrir une verrière. L'assistant a glissé et la vitre s'est brisée. Les témoins ont vu avec effroi des morceaux de verre tomber du ciel comme des dagues, s'écrasant tout autour de Grant. Chaque éclat aurait pu le tuer. Les derniers morceaux de verre tombés, Brady s'est retourné et a remarqué que Grant n'avait pas bronché. Il était indemne. Grant a levé les yeux vers le trou dans la toiture, puis a fixé à nouveau l'objectif du photographe, comme si rien ne s'était passé. Lors de la campagne Overland, Grant surveillait une scène à travers ses jumelles lorsqu'un obus éclata, tuant un cheval à côté de lui. Grant resta les yeux rivés sur ce qu'il observait. On raconte une autre histoire sur Ulysses Grant à City Point, le quartier général de l'Union près de Richmond. Des soldats déchargeaient un bateau à vapeur quand celui-ci explosa. Tout le monde se coucha à terre, sauf Grant, qui courait vers la scène de l'explosion au milieu d'une pluie de débris et de corps. Voilà un homme qui sait garder son sang-froid en toutes circonstances. Voilà un homme qui a une tâche à accomplir et qui fera tout pour y parvenir. Ça s'appelle du sang-froid. Mais retournons à nos vies quotidiennes. Nous avons les nerfs à vif. Les concurrents lorgnent sur nos activités, les problèmes inattendus surgissent, notre meilleur employé claque la porte, notre système informatique ne peut pas gérer la charge de travail. Nous quittons notre zone de confort. Notre patron nous laisse faire tout le travail, tout s'effondre et s'écroule autour de nous, au moment où on n'en peut plus. Est-ce qu'on baisse les yeux? Est-ce qu'on l'ignore? Est-ce qu'on se ressaisit et qu'on se reconcentre? Est-ce qu'on est cafardeux? Est-ce qu'on essaie de dissiper cette mauvaise impression? Et ce ne sont que des choses qui nous arrivent involontairement. Il faut savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui cherche à vous avoir, vous intimider, vous ébranler, vous mettre sous pression pour que vous preniez une décision avant de connaître tous les faits. Quelqu'un qui veut vous faire penser et agir selon ses propres termes, pas les vôtres. Est-ce que vous allez vous laisser faire? Lorsque nous visons haut, la pression et le stress s'invitent. Se produiront des choses qui vont nous menacer, nous faire peur,
nous prendre de court. Surprise garantie, généralement mauvaise. Le risque d'être dépassé par les événements est omniprésent. Dans ces circonstances, le talent n'est pas la première caractéristique recherchée, contrairement à la maîtrise de soi et le calme qui le sont. Car ces attributs précèdent l'occasion de déployer tout autre talent. Nous devons posséder, comme l'a décrit Voltaire au sujet du succès militaire du premier duc de Malbrouck, ce courage tranquille au milieu du tumulte et la sérénité de l'esprit au milieu du danger. Ce que les Anglais appellent « garder la tête froide ». Quel que soit le danger réel dans lequel nous nous trouvons, le stress déclenche potentiellement nos instincts primaires de crainte. N'allez pas croire que la maîtrise de soi, le calme et la sérénité sont des attributs réservés à quelques aristocrates. En fin de compte, le sang-froid est une question de mépris et de contrôle. Par exemple, je refuse de reconnaître cela. Je ne veux pas être intimidé. Je résiste à la tentation de déclarer cela un échec. Mais le sang-froid est aussi une question d'acceptation. Eh bien, je crois que c'est mon tour. Je n'ai pas le luxe d'être atteint par cela ou de repenser à toutes les fois où ça me pendait au nez. Je suis trop occupé et trop de personnes comptent sur moi. Le défi et l'acceptation s'accordent bien dans le principe suivant. Il y a toujours une riposte, une échappatoire, une issue. Donc, il n'y a pas de raison de stresser. Personne n'a dit que ce serait facile. Et évidemment, les enjeux sont élevés, mais il existe un chemin pour tous ceux qui sont prêts à s'y aventurer. Et c'est ce que nous devons faire. On le sait, ce sera difficile, ça fera peut-être peur. Mais nous sommes prêts, nous sommes calmes, sérieux, et nous ne serons pas effrayés. Cela implique de nous préparer aux réalités de notre situation, de garder notre sang-froid afin de faire de notre mieux pour l'affronter. Nous devons nous endurcir, éliminer les éléments négatifs au fur et à mesure qu'ils arrivent et persévérer dans l'effort, regarder droit devant comme si rien n'était arrivé. Parce que, vous le savez désormais, c'est vrai. Si vous restez calme, alors rien n'est réellement arrivé. Notre perception s'est assurée que cela n'avait pas de conséquences. Gérez vos émotions. Tu cherches à acquérir un vaste empire et de l'empire sur toi-même. Publius Syrus. Lorsque l'Amérique s'est engagée dans la course aux étoiles, les astronautes ont dû développer un talent en particulier, l'art de ne pas paniquer. Quand on panique, on fait des erreurs. On passe outre à la marche des systèmes. On ne tient pas compte des procédures, on ignore les règles. On dévie du plan d'origine. On devient indifférent et on arrête de réfléchir clairement. Simplement, on réagit. Pas à quoi on devrait réagir, mais aux hormones de survie qui circulent dans nos veines. Bienvenue à la source de la plupart de nos problèmes sur notre planète. Tout est planifié à la lettre près. Puis quelque chose dérape, et la première chose qu'on fait est de délaisser notre projet au profit d'un bon coup de flip. Certains ont besoin de faire sonner l'alarme parce que c'est plus facile que gérer ce qui nous fait face. À 250 km de la Terre, dans un vaisseau spatial, plus petit qu'une voiture, c'est la mort assurée. La panique, c'est du suicide. Il faut donc s'entraîner à ne pas paniquer. Et ce n'est pas facile. Avant le premier lancement, la NASA a recréé les conditions du jour J pour les astronautes, étape par étape, des centaines de fois, du menu de leur petit déjeuner au transport vers le site de lancement. Lentement, par une série d'expositions progressives, les astronautes ont été préparés à tous les contacts visuels et acoustiques de l'expérience avant le décollage et le voyage dans l'espace. Ils l'ont fait tant de fois que c'est devenu aussi naturel que de respirer. Ils se sont entraînés de façon exhaustive. Ils ont tout testé sauf le décollage en lui-même. Ils étaient capables de résoudre toutes les variables et d'éliminer toutes les incertitudes. L'autorité soulage l'incertitude et la peur. L'entraînement, c'est de l'autorité. C'est une soupape de sécurité.
Lorsque nous sommes suffisamment exposés, on peut maîtriser des craintes parfaitement ordinaires et naturelles, principalement issues de la méconnaissance. Heureusement, cette méconnaissance peut se résoudre simplement, même si ce n'est pas toujours facile, ce qui permet d'améliorer notre tolérance au stress et à l'incertitude. John Glenn, le premier astronaute américain en orbite autour de la Terre, a passé près d'une journée entière dans l'espace en contrôlant son rythme cardiaque à moins de 100 battements par minute. Voici donc un individu capable de contrôler son vaisseau spatial et ses émotions. Une personnalité qui avait développé ce que Tom Wolfe appellerait plus tard l'étoffe des héros. Mais vous affrontez un client ou un étranger dans la rue et votre cœur bat la chamade. Ou vous devez vous adresser à la foule et le trac vous paralyse. Il est temps de se rendre compte que ceci est un luxe, un petit plaisir de notre petite personne. Dans l'espace, ce qui sépare la vie et la mort est le contrôle des émotions. Appuyer sur le mauvais bouton, mal lire les instruments, engager une séquence trop tôt, ce qui n'aurait pas été envisageable pour le succès de la première mission du programme Apollo, et les conséquences auraient été trop importantes. Pour les astronautes, la question n'était pas « êtes-vous un bon pilote ?», mais « savez-vous supporter la pression ? Savez-vous juguler l'envie de paniquer et vous concentrer uniquement sur ce que vous pouvez changer, sur la tâche à accomplir ?» Dans la vie de tous les jours, ce n'est pas très différent. Les obstacles nous rendent émotifs, mais la seule façon d'y survivre, ou de les vaincre, est de garder le contrôle de nos émotions. Garder notre sang-froid quoi qu'il arrive, malgré les variations des événements externes. Les Grecs appelaient cela apatheia. C'est le genre de sérénité qui vient avec l'absence d'émotions irrationnelles ou extrêmes. Pas la perte de sensations, simplement l'élimination de celles nuisibles et inutiles. Ne laissez pas la négativité s'installer. Dites simplement « non merci, je ne peux pas me permettre de paniquer ». Voici le talent à cultiver, la liberté par rapport aux perturbations et aux gênes, pour pouvoir concentrer votre énergie exclusivement à la résolution de problèmes au lieu de surréagir face à eux. L'email urgent du patron, le crétin au bar, un appel du banquier, plus de crédit. On frappe à la porte, il y a eu un accident. Comme l'a écrit Gavin de Becker dans The Gift of Fear, la peur qui vous sauve, quand vous vous inquiétez, demandez-vous « qu'est-ce que je choisis de ne pas voir en ce moment ?» Quelle chose importante manquez-vous parce que vous avez choisi l'inquiétude aux dépens de l'introspection, de la vigilance ou de la sagesse? Autrement dit, est-ce que s'énerver offre d'autres options? Parfois oui. Mais dans ce cas précis, non, je ne crois pas. Bon. Si une émotion ne peut pas modifier la situation ou votre problème, c'est sans doute une émotion inutile, voire destructrice. Mais c'est ce que je ressens. Certes, personne ne dit le contraire. Personne ne dit que vous ne pouvez jamais pleurer. Oubliez votre côté macho. Si vous avez besoin de prendre un moment pour vous, faites-le. La véritable force est dans le contrôle ou, comme l'a dit Nassim Taleb, la domestication de vos émotions, pas de prétendre qu'elles n'existent pas. Alors ne vous gênez pas. Ressentez les choses. Ne vous mentez pas en mélangeant vos émotions liées au problème et la gestion du problème. C'est aussi différent que dormir et se réveiller. Dites-vous, c'est moi qui ai le contrôle, pas mes émotions. Je vois ce qui se passe vraiment. Je ne vais pas céder à l'excitation ou à l'énervement. Nous supprimons nos émotions logiquement, ou du moins c'est le but. La logique, ce sont les questions et les affirmations. Suffisamment de questions et d'affirmations nous permettent de voir la cause première, qui est toujours plus facile à gérer. On a perdu de l'argent. Mais dans les affaires, c'est courant, non? Oui. Ces pertes sont-elles catastrophiques? Pas forcément. Si ce n'était pas complètement imprévisible, comment cela peut être si mauvais? Pourquoi vous énerver pour quelque chose qui est censé se produire occasionnellement? Eh bien,
En plus, vous avez déjà géré des situations pires que ça. Ne serait-ce pas plus utile de faire appel à vos ressources plutôt que de vous laisser envahir par la colère? Essayez d'avoir ce dialogue avec vous-même pour voir comment contenir ces émotions extrêmes. Elles ne dureront pas longtemps, c'est certain. Après tout, vous n'allez pas en mourir. Quand vous sentez l'angoisse monter, ça pourrait vous aider de vous répéter « Je ne vais pas en mourir, je ne vais pas en mourir, je ne vais pas en mourir ». Ou alors essayez la question de Marc Aurèle. Est-ce que ce qui s'est passé vous empêche d'agir avec justice, générosité, maîtrise de soi, santé mentale, prudence, honnêteté, humilité, franchise? Non. Alors remettez-vous au travail. Inconsciemment, nous devrions tous nous poser sans cesse cette question: ai-je besoin de flipper pour ça? La réponse, comme pour les astronautes, soldats, médecins et tant d'autres experts, doit être non. Parce que je me suis entraîné pour faire face à cette situation et je peux garder mon self-control. Ou alors, non, parce que je me suis ressaisi et j'ai compris que ça n'apporte rien de constructif. Développez votre objectivité. Quand une impression te frappe, ne la laisse pas te désarçonner. Dis-lui juste « Attends un peu, fais voir qui tu es et ce que tu représentes. Laisse-moi te tester. » Épictète. La phrase « C'est arrivé et c'est grave » contient en réalité deux impressions juxtaposées. La première, « C'est arrivé » est objective. La seconde, « C'est grave » est subjective. Au XVIe siècle, le samouraï Miyamoto Musashi a remporté de nombreux combats à l'épée contre des adversaires redoutés, parfois désarmés. Dans le traité des 5 roues, il nota la différence entre observer et percevoir. L'œil qui perçoit est faible, l'œil qui observe est fort. Miyamoto Musashi avait compris que l'œil qui observe voit simplement les choses qui existent. Quant à l'œil qui perçoit, il en voit davantage. L'œil qui observe voit des événements sans distraction, sans exagération, sans perception erronée. L'œil qui perçoit voit des obstacles insurmontables, ou des revers majeurs, ou simplement des problèmes. Il jette de l'huile sur le feu. L'œil qui observe est utile, l'œil qui perçoit ne l'est pas. Pour paraphraser Nietzsche, être parfois superficiel, prendre les choses telles qu'on les voit, est l'approche la plus profonde. Dans la vie, combien de problèmes semblent surgir de jugements sur des éléments qu'on ne contrôle pas, comme s'il y avait un moyen probable de les contrôler? Combien de fois voit-on ce que nous croyons être là ou devoir être là, au lieu de voir ce qui est vraiment là? En contenant nos émotions, nous pouvons voir les choses calmement, telles qu'elles sont réellement. Nous pouvons y parvenir grâce à notre œil qui observe. Ce sont les perceptions qui posent problème. Elles nous livrent des informations inutiles au moment précis où nous ferions mieux de nous concentrer sur ce qui se dresse devant nous. Un sabre, une négociation cruciale, une opportunité, une information ou toute autre chose. Notre cerveau animal tente de comprimer l'espace entre impression et perception. Penser, percevoir, agir, le tout en quelques millisecondes. Le cerveau d'un cerf lui dira de courir parce qu'il y a un danger. Alors, l'animal court et se jette parfois au milieu de la circulation. On peut remettre en cause cet instinct. On peut ne pas être d'accord. On peut court-circuiter l'interrupteur et réfléchir à la menace avant d'agir. Mais il faut de la force. C'est comme un muscle qu'il faut développer. Ce sont les mouvements de tendre, soulever, retenir qui développent les muscles. Comme Musashi, la plupart des adeptes d'arts martiaux se concentrent sur l'entraînement mental autant que sur l'entraînement physique. Les deux sont importants et demandent une pratique et un entraînement rigoureux. Les stoïciens ont développé un exercice que l'on pourrait appeler « expression de l'outrage ». Ils utilisent le mépris pour mettre les choses à nu, ôter les légendes qui les entourent.
Épictète conseillait à ses disciples, lorsqu'il citait un grand penseur, de l'imaginer en train de faire l'amour. C'est amusant. Essayez la prochaine fois que quelqu'un vous impressionne ou vous menace. Représentez-vous ces individus en train de râler et grogner, maladroits, en privé, comme tout le monde. Marc Aurèle avait sa propre version de l'exercice où il décrivait des objets précieux ou de luxe sans euphémisme. Un rôti n'est qu'un animal mort et un grand cru de vin n'est que du raisin fermenté. L'objectif était de voir les choses telles qu'elles sont, sans ornement. Nous pouvons l'appliquer à n'importe qui ou n'importe quelle situation. La promotion à laquelle on tient tant, qu'est-ce que c'est concrètement? Nos critiques ou nos opposants qui nous font nous sentir tout petits, remettons-les à leur place. C'est tellement mieux de voir les choses telles qu'elles sont réellement et pas comme nous les avons imaginées. L'objectivité signifie retirer le moi, la part subjective de l'équation. Demandez-vous ce qui arrive quand nous donnons un conseil à quelqu'un. Nous voyons son problème clairement. Les solutions sont évidentes. Ce qui est présent lorsque nous affrontons nos propres obstacles est toujours absent lorsque nous écoutons les problèmes des autres, le vécu. Avec les autres, nous pouvons être objectifs. Nous prenons le problème au pied de la lettre et nous nous efforçons immédiatement d'aider notre ami à le résoudre. Égoïstement et bêtement, nous gardons pour nous notre sentiment de persécution et nos plaintes. Imaginez que ce n'est pas à vous que le problème arrive. Dites-vous que ce n'est pas important, que ce n'est pas grave. Est-ce que vous auriez moins de mal à savoir quoi faire? Parviendriez-vous à évaluer le problème et ses solutions plus rapidement et froidement? Pourriez-vous l'écarter ou l'accepter calmement? Pensez à toutes les façons dont quelqu'un pourrait résoudre un problème précis. Non, réfléchissez sérieusement. Avec clarté, pas avec compassion. Ça, vous aurez le temps d'en avoir plus tard. Il s'agit d'un exercice qui demande un peu d'entraînement. Plus on s'y essaie, plus on s'améliore, et plus on devient doué pour voir les choses telles qu'elles sont, plus la perception sera votre allié plutôt que votre ennemi. Modifiez votre point de vue. L'être humain n'existe simplement pas, mais il décide de son existence, de ce qu'il deviendra l'instant suivant. De même, tout être humain est libre de changer à tout moment. Viktor Frankl. Un jour où le général athénien Périclès était à la tête d'une mission navale durant la guerre du Péloponnèse, il y eut une éclipse solaire et sa flotte de 150 navires fut plongée dans l'obscurité. Surpris par cet événement inattendu et déroutant, ces hommes furent pris de panique. Contrairement à l'équipage, Périclès semblait imperturbable. Il s'approcha de l'homme de barre et lui ôta son manteau pour le lui enrouler autour de la tête. Il lui demanda s'il avait peur de ce qu'il voyait. Évidemment que non. Alors quelle importance, demanda Périclès, quand la cause de l'obscurité est différente? Les Grecs étaient malins. Mais sous cette remarque se niche la notion fondamentale non seulement de la philosophie stoïcienne, mais aussi de la psychologie cognitive. Le point de vue est capital. Autrement dit, quand on peut déconstruire une chose ou la regarder sous un angle différent, elle perd son emprise sur nous. La peur est un facteur incapacitant, distrayant, fatigant et souvent irrationnel. Périclès l'avait parfaitement compris, et il a su utiliser le pouvoir de la relativisation pour la surmonter. Les Grecs avaient compris qu'on a tendance à choisir l'explication la plus inquiétante à notre détriment. Nous avons peur des obstacles car notre perspective est faussée. Une simple modification du point de vue peut changer complètement nos réactions. La tâche, comme Périclès l'a montré, n'est pas d'ignorer la peur, mais de trouver une explication pour la dissiper. Quand vous êtes saisi par la peur, déconstruisez-la. Souvenez-vous, nous choisissons la manière dont nous considérons les choses. Nous avons la possibilité d'opter pour une autre façon de regarder une situation. Si nous ne pouvons pas modifier l'obstacle lui-même, cette partie de l'équation reste immuable, le pouvoir de la relativisation peut changer la manière dont on voit l'obstacle. Comment on appréhende, perçoit et contextualise un obstacle et la signification qu'on lui donne
détermine à quel point il sera fatigant et difficile de le surmonter. C'est à vous de choisir si vous souhaitez mettre « je » devant quelque chose. Je déteste parler en public. J'ai raté, je suis blessé par cela. Cela ajoute un élément, vous, par rapport à l'obstacle, au lieu de l'obstacle seul. Avec la mauvaise perspective, on se consume et on se retrouve à la merci de quelque chose de relativement insignifiant. Alors pourquoi est-ce qu'on s'inflige cela? Le bon point de vue a une étrange façon de réduire l'échelle des obstacles et de l'adversité. Quelle que soit la raison, nous avons tendance à regarder les choses séparément. On se flagelle pour avoir raté une affaire ou une réunion. À l'échelle individuelle, ça craint. On a raté 100% de cette occasion. Ce que nous oublions dans ce cas, comme aime à le rappeler le multimilliardaire Richard Branson, c'est que, dans les affaires, les occasions sont comme les bus. Il y en aura toujours d'autres. Une réunion n'est rien par rapport à toutes les réunions que vous aurez dans votre vie. Un contrat n'est qu'un contrat. En fait, on a peut-être évité de prendre une balle. La prochaine occasion pourrait être meilleure. Notre façon de considérer le monde change notre façon de voir les choses. Est-ce que notre point de vue nous offre réellement une perspective? Ou est-ce que c'est celui-ci qui est la cause du problème? Telle est la question à nous poser. Ce qu'on peut faire, c'est focaliser notre point de vue sur ce qui nous laisse le plus serein, puis l'élargir afin d'être prêt pour la tâche qui nous attend. Pensez-y comme un montage sélectif. Ne pas décevoir les autres, mais nous orienter correctement. Et ça marche. Des petites modifications peuvent changer ce qui paraissait auparavant comme une tâche impossible. Soudain, là où nous nous sentions faibles, nous nous rendons compte que nous sommes forts. Avec du recul, nous découvrons des leviers que nous ignorions posséder. Il y a deux définitions de la perspective. 1. Contexte, une vision large du monde, pas uniquement ce que nous avons sous les yeux. 2. Cadre, la façon unique de chaque individu de considérer le monde, d'interpréter ses événements. Les deux définitions sont importantes et peuvent être utilisées efficacement pour changer une situation qui semblait auparavant impossible ou impressionnante. George Clooney a passé sa première année à Hollywood à se faire recaler aux auditions. Il voulait se faire apprécier des producteurs et des metteurs en scène, ce qui n'était pas le cas. Blessé, Clooney accusait le système de ne pas voir à quel point il était bon acteur. Ce point de vue devrait vous dire quelque chose, c'est ce qu'on ressent lors d'un entretien d'embauche, d'une présentation devant des clients ou d'une tentative de séduction dans un café. Nous nous soumettons inconsciemment à ce que Seth Godin, auteur et entrepreneur, appelle la tyrannie pour être l'élu. Tout a changé pour George Clooney lorsqu'il a adopté un point de vue différent. Il s'est rendu compte que les castings sont aussi un obstacle pour les producteurs. Ils doivent absolument trouver un acteur et ils espèrent que le prochain sera le bon. Les auditions étaient un moyen de résoudre leurs problèmes, mais pas le sien. Grâce à son nouveau point de vue, Clooney incarna la solution. Il n'allait pas être un simple individu qui tentait sa chance. Il allait être quelqu'un qui offrait quelque chose de spécial. Il était la réponse aux prières des directeurs de casting et pas l'inverse. C'est ce qu'il a commencé à projeter durant les auditions. Pas uniquement son talent d'acteur, mais aussi le fait qu'il était l'homme idéal pour le rôle. Il comprenait ce que les directeurs de casting cherchaient pour un rôle spécifique et c'est ce qu'il leur proposait à chaque fois, en pré-production, pendant le tournage et pour la promotion. La différence entre la bonne et la mauvaise perspective est capitale. La façon dont nous interprétons les événements dans notre vie, notre point de vue, dessine le cadre de notre réponse, qu'il y ait une réponse ou qu'on encaisse sans broncher. Le corps suit la tête, la perception précède l'action, l'action appropriée suit le bon point de vue. Est-ce que cela dépend de vous? Dans la vie, notre première tâche est de diviser et distinguer les choses en deux catégories. Je ne peux pas maîtriser les éléments externes, mais je peux décider des choix que je fais vis-à-vis d'eux. Où vais-je trouver le bien et le mal? En moi, dans mes choix.
Épictète. Tommy John était un joueur de baseball malin qui a joué pendant 26 saisons dans les ligues majeures. Imaginez un peu, 26 saisons. À ses débuts, Kennedy était président et à la fin de sa carrière, c'était George W. Bush. Il a lancé des balles à Mickey Mantle et Mark McGwire. C'est une performance quasi surhumaine. S'il a réussi à le faire, c'est parce qu'il avait le don de se poser, ainsi qu'aux autres, une question et ses variantes. Est-ce qu'il y a une chance? Est-ce que j'ai une chance? Est-ce que je peux faire quelque chose? Il ne cherchait qu'à obtenir un oui en réponse, même si les chances paraissaient maigres ou aléatoires. S'il y avait une chance, il était toujours prêt à la saisir et à en faire bon usage, même si cela lui demandait beaucoup d'efforts ou d'énergie. Si l'effort allait changer le résultat, il était prêt à mourir sur le terrain plutôt que laisser l'occasion passer. La première fois, c'était au cours de la saison 1974. Tommy John s'est blessé de façon irréversible au ligament latéral interne du coude, du côté où il lançait la balle. À cette époque, quand un lanceur se blessait au bras, sa carrière était finie. Les médecins appelaient cette blessure « bras mort ». Fin de la partie. Mais John a refusé d'accepter son sort. Pouvait-il faire quelque chose pour remonter sur la butte de lancement? Effectivement. Les médecins ont suggéré une opération pour remplacer son ligament en prélevant un tendon dans son autre bras. Une chance sur 100 que cela fonctionne. Et sans opération? Aucune. Il aurait pu prendre sa retraite, mais il avait une chance sur 100. Avec de la rééducation et de l'entraînement, il contrôlait partiellement cette chance. Et il l'a saisie. Par la suite, il a gagné 164 matchs en 13 saisons. Cette procédure médicale est désormais connue sous le nom de l'opération Tommy John. Une dizaine d'années plus tard, John eut le même courage et le même esprit lorsque son fils chuta d'une fenêtre située au 3e étage, avala sa langue et faillit mourir. Aux urgences, alors que les médecins étaient convaincus que le garçon n'allait sans doute pas s'en sortir, John déclara à sa famille que, même si ça devait prendre 1 an ou 10, il ne devait pas abandonner tant qu'il resterait quelque chose à essayer. Son fils s'est complètement rétabli. Pour John, sa carrière dans le baseball semblait terminée à 45 ans, quand les Yankees l'ont remercié à la fin de la saison 1988. Encore une fois, il ne l'accepta pas. Il appela l'entraîneur et lui demanda quelles étaient ses chances s'il se pointait au printemps comme agent libre. On lui répondit qu'il ne devrait plus jouer au baseball à son âge. Il répéta sa question. « Dites-moi franchement, si je me pointe, est-ce que j'aurai une chance ?» Les officiels ont répondu « Bon, d'accord, tu auras une chance. » Tommy John était le premier à arriver au camp d'entraînement. Il s'est entraîné de longues heures, a appliqué toutes les leçons apprises au cours de ses 25 années de carrière et il a été accepté dans l'équipe en tant que doyen. Il a joué lors du match d'ouverture de saison et gagné en accordant 2 home runs, coup de circuit, sur 7 tours de batte. Ce que Tommy John pouvait changer, quand il en avait l'occasion, valait bien tous ses efforts. Il disait aux entraîneurs qu'il préférait mourir sur le terrain plutôt que d'abandonner. Il avait compris qu'en tant que sportif professionnel, il devait analyser la différence entre l'improbable et l'impossible. Voir cette minuscule distinction lui a permis de devenir ce qu'il est devenu. Pour maîtriser la même puissance, les personnes en cure de désintoxication apprennent la prière de la sérénité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. C'est ainsi qu'ils concentrent leurs efforts. C'est beaucoup plus facile de combattre une addiction quand on ne se bat pas contre le fait d'être né, que nos parents soient des monstres ou d'avoir tout. Ça, c'est fait. Aucune chance que ça change. Et si vous vous attachiez à ce que vous pouvez changer? C'est là que vous pouvez faire la différence. Derrière la prière de la sérénité se cache un précepte des stoïciens vieux de 2000 ans.
Ta'ef emin, ta'ouk ef emin. Ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Alors, qu'est-ce qui dépend de nous? Nos émotions, nos jugements, notre créativité, notre comportement, notre point de vue, nos désirs, nos décisions, notre détermination. C'est notre terrain de jeu si on veut. Tout est franc jeu. Et qu'est-ce qui ne dépend pas de nous? Eh bien tout le reste. Le temps qu'il fait, l'économie, les circonstances, les émotions et jugements des autres, les tendances, les catastrophes, etc. Si ce qui dépend de nous est l'air du jeu, ce qui ne dépend pas de nous sont les règles et les conditions du jeu. Des facteurs avec lesquels les grands athlètes doivent composer et qu'ils ne contestent pas parce que ça ne sert à rien. Contester, se plaindre ou pire, simplement abandonner sont des choix. Des choix qui, le plus clair du temps, ne font rien pour nous faire arriver à notre but. Mais pour ce qui est de la perception, il y a une différence cruciale à faire, la différence entre les choses qui sont en notre pouvoir et celles qui ne le sont pas. C'est la différence entre ceux qui peuvent accomplir de grandes choses et ceux qui trouvent que c'est impossible de rester sobre, d'éviter non seulement la drogue ou l'alcool, mais toutes les addictions. À sa façon, le dragon le plus nuisible à terrasser est celui qui nous fait croire qu'on peut changer des choses qu'on ne peut tout simplement pas changer. Si quelqu'un décide de ne pas investir dans votre société, ça ne dépend pas de vous. Mais la décision de peaufiner, d'améliorer vos arguments dépend de vous. Si quelqu'un vous a piqué l'idée, ou l'a eu en premier, non, ça ne dépend pas de vous. Améliorer, modifier ou se battre pour ce qui vous appartient, oui, ça dépend de vous. Se concentrer exclusivement sur ce qui dépend de vous augmente votre pouvoir. En revanche, toute dépense d'énergie dirigée vers des choses que l'on ne peut pas influencer est du gâchis. De la complaisance et de l'autodestruction. Une grande partie du pouvoir, le nôtre et celui des autres, est gaspillée ainsi. Considérer un obstacle comme un défi, en tirer le meilleur parti est aussi un choix. Un choix qui dépend de nous. Est-ce que j'aurai une chance, entraîneur? Ta'ef emin? Est-ce que ça dépend de moi? Profitez de l'instant. La ruse pour oublier le panorama est de zoomer sur les détails. Chuck Palahniuk. Regardez la liste des entreprises qui se sont lancées pendant une crise économique ou financière. Le magazine Fortune, 90 jours après le krach de 1929. FedEx, crise du pétrole de 1973. UPS, panique de 1907. The Walt Disney Company, la première année d'activité s'est finie par le krach de 1929. Hewlett Packard, durant la Grande Dépression en 1935. Charles Schwab Corporation, krach de 1974-1975. Standard Oil. Rockefeller a racheté les parts de ses associés et en a pris le contrôle en février 1865, la dernière année de la guerre de sécession. Coors. Dépression de 1873. Costco. Récession de la fin des années 1970. Revlon. Grande dépression 1932. General Motors. Panique de 1907. Procter & Gamble. Panique de 1937. United Airlines. 1929. Microsoft. Récession de 1973-1975. LinkedIn. 2002 après l'éclatement de la bulle des .com. La plupart de ces entreprises ignoraient se trouver en plein milieu d'une crise historique majeure. Pourquoi? Parce que leurs créateurs étaient trop occupés à exister dans le présent, à gérer la situation présente. Ils ne savaient pas si les choses allaient s'améliorer ou empirer, ils connaissaient juste l'état actuel des choses. Ils avaient une tâche qu'ils souhaitaient accomplir ou un produit qu'ils estimaient pouvoir vendre. Ils savaient qu'ils avaient des salaires à payer. Dans notre quotidien, nous ne nous contentons pas de gérer les choses telles qu'elles se produisent. Nous plongeons systématiquement dans ce qu'elles signifient, si elles sont justes ou pas, ce qui se cache derrière ce que font les autres. Puis, nous nous demandons pourquoi nous n'avons pas l'énergie pour gérer nos problèmes. Ou alors nous nous énervons, ou bien nous sommes impressionnés
Parce que nous y avons trop réfléchi. Alors que si nous nous étions simplement attelés à la tâche, nous aurions sans doute déjà terminé. Les fables et les mythes embrouillent notre compréhension du monde des affaires, ce qui est drôle, puisqu'on rate la véritable histoire en nous concentrant sur des individus. En fait, la moitié des entreprises du classement Fortune 500 ont été montées en temps de crise ou de récession. La moitié. La plupart des gens partent avec un désavantage, souvent en l'ignorant complètement, et s'en sortent bien. Ce n'est pas injuste, c'est universel. Les survivants survivent parce qu'ils ont géré les choses au jour le jour. C'est le secret. Concentrez-vous sur l'instant présent, pas sur les monstres qui vous devancent éventuellement. Une entreprise doit prendre les contraintes opérationnelles de son environnement telles qu'elles sont et viser tous les bénéfices possibles. Les personnes qui ont un esprit d'entrepreneuriat sont comme les animaux, bénis de n'avoir ni le temps ni la capacité de réfléchir à la façon dont les choses devraient être ou comment ils préféreraient qu'elles soient. Pour toutes les espèces autres que l'être humain, les choses sont simplement telles qu'elles sont. Notre problème est qu'on veut toujours connaître la signification des choses, savoir pourquoi les choses sont comme ça. Comme si le pourquoi était important. Comme l'a dit Emerson, on ne va pas passer la journée en explications. Ne perdez pas de temps avec ces fausses constructions. Peu importe que ce soit la meilleure ou la pire époque pour vivre, que le marché du travail soit favorable ou non, ou que l'obstacle devant vous soit intimidant ou contraignant. Ce qui importe, c'est que l'instant présent est présent. Les implications de votre obstacle sont théoriques. Elles existent dans le passé et l'avenir. Nous vivons dans l'instant présent. Plus nous l'acceptons, plus il sera facile d'affronter l'obstacle et d'avancer. On peut utiliser ce qui nous ennuie comme une opportunité pour nous concentrer sur l'instant présent, pour ignorer l'ensemble de la situation et apprendre à se contenter de ce qui arrive, comme ça arrive. N'attendez rien de l'avenir pour confirmer vos prédictions, car vous n'en avez fait aucune. Laissez chaque instant effacer le précédent ou ce que d'autres espéraient. Vous trouverez la méthode qui fonctionne le mieux pour vous. Mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez intégrer à l'instant présent. Pratiquer une activité physique, déconnecter, allez vous promener, méditer, adopter un chien. Un rappel constant du bonheur présent. Une chose est sûre, il ne faut pas se contenter de dire « Oh, je vais vivre dans le présent », mais s'y contraindre. Se reconcentrer quand l'esprit vagabonde. Ne le laissez pas divaguer. Il faut rejeter les pensées distrayantes même si ça vous démange. Quand le choix de vos possibilités se réduit, souvenez-vous que ce moment ne représente pas toute votre vie, mais un moment de votre vie. Concentrez-vous sur ce qui est devant vous, à l'instant présent. Ignorez ce qu'il représente ou signifie ou pourquoi ça m'arrive à moi. Il y a plein d'autres choses qui se passent en ce moment même pour vous préoccuper de ça. Pensez autrement. Le génie est la capacité de mettre en œuvre ce que vous avez à l'esprit. Il n'y a pas d'autre définition du génie. F. Scott Fitzgerald. Steve Jobs était célèbre pour ce qu'on appelle son champ de distorsion de la réalité. Moitié tactique de motivation, moitié pure ambition, ce champ lui a permis de faire peu de cas de phrases telles que « ça ne peut pas se faire » ou « il nous faut plus de temps ». Ayant appris tôt dans la vie que la réalité était à tort prisonnière de règles et de compromis que les gens avaient appris enfant, Jobs avait une notion nettement plus agressive de ce qui était possible ou pas. Pour lui, quand on prend en compte la vision et l'éthique du travail, une grande partie de la vie est malléable. Par exemple, dans les phases initiales de conception d'une nouvelle souris pour les premiers produits Apple, Steve Jobs avait de grandes attentes. Il voulait qu'elle puisse bouger de façon fluide dans n'importe quel sens. Une nouveauté pour les souris à l'époque, mais un des designers a déclaré à l'ingénieur que c'était commercialement infaisable. Ce que Jobs souhaitait n'était pas réaliste et ne fonctionnerait pas. Le lendemain, l'ingénieur a appris que Jobs avait renvoyé le designer qui avait déclaré cela. Lorsque son remplaçant est arrivé, il a déclaré « Je peux créer cette souris ». Telle était la vision de la réalité de Jobs au travail. Malléable, inflexible, assuré.
Son exigence s'expliquait par sa volonté de vouloir accomplir quelque chose d'extrêmement abouti. Il savait que viser bas signifiait accepter un résultat médiocre. Viser haut pouvait, si tout allait bien, créer quelque chose d'extraordinaire. Il était le Napoléon qui criait à ses soldats « Ce ne sont pas les Alpes qui vont nous arrêter ». Pour la plupart d'entre nous, cette assurance n'est pas évidente. C'est compréhensible. Tant de personnes autour de nous assènent qu'il faut être réaliste ou conservateur ou pire. Ne pas faire tanguer la barque, c'est un inconvénient majeur quand il s'agit d'essayer de réaliser de grandes choses, car bien que nos doutes et doutes de soi semblent réels, ils ont peu de rapport avec ce qui est possible ou impossible. Notre perception détermine très largement ce dont nous sommes capables ou incapables de faire. Elle détermine de bien des façons la réalité elle-même. Lorsque nous croyons davantage à l'obstacle qu'à l'objectif, lequel triomphera inévitablement? Pensez par exemple aux artistes. Ce sont leur vision et leur sens de l'expression unique qui symbolisent la définition de l'art. Ce qui était possible pour un artiste avant le Caravage et après que ce dernier nous a impressionnés avec ses chefs-d'œuvre sombres sont deux choses très différentes. Il en va de même pour un philosophe, un écrivain ou un peintre d'hier confrontés à leurs contemporains. C'est pour cette raison que nous ne devrions pas prêter trop d'attention à ce que disent les gens ou notre voix intérieure. Nous risquerions de ne rien accomplir du tout. Soyez ouverts, questionnez-vous. Même si nous ne contrôlons pas la réalité, notre perception l'influence. Une semaine avant la livraison prévue du premier ordinateur Macintosh, les ingénieurs ont déclaré à Steve Jobs qu'ils ne pouvaient pas respecter les délais. Ils ont expliqué qu'il leur fallait 15 jours de plus. Jobs a calmement expliqué que si les ingénieurs pouvaient le faire en 15 jours, ils pourraient le faire en une semaine. Que ça ne faisait pas une grande différence sur une période si courte. De plus, puisqu'ils avaient bien avancé et bien travaillé, il était impossible de ne pas livrer le produit le 16 janvier comme prévu. Les ingénieurs se sont repris et ont tenu les délais. L'insistance de Steve Jobs les avait poussés une fois de plus à dépasser ce qu'il leur semblait possible. Et comment vous et moi gérons habituellement un délai impossible à tenir, imposé par un supérieur hiérarchique? On se plaint, on se fâche, on conteste. Comment ose-t-il? Pourquoi? Pour qui on me prend? On cherche une issue et on se lamente. Évidemment, rien de tout cela n'affecte la réalité objective du délai imposé. En tout cas, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Steve Jobs supportait difficilement ceux qui ne croyaient pas dans leur capacité à réussir, même si ces exigences étaient injustes, désagréables ou ambitieuses. Le génie et la magie de ces produits, qui semblaient souvent extrêmement intuitifs et futuristes, incarnaient ce trait de caractère. Il avait dépassé ce que d'autres considéraient comme des freins et, par conséquent, il a créé quelque chose d'inédit. Personne ne croyait qu'Apple pouvait créer de tels produits. En réalité, Steve Jobs avait été évincé en 1985 parce que les membres du conseil d'administration de l'époque pensaient que c'était de la folie qu'Apple se lance dans les produits grand public. La preuve que non. Steve Jobs avait appris à rejeter les premières impressions et les objections qui s'ensuivent, car ces dernières sont presque toujours ancrées dans la peur. Lorsqu'il a commandé un verre spécial pour l'écran du premier iPhone, le fabricant était consterné par les délais. « On n'a pas la capacité de le produire. N'ayez pas peur », a répliqué Jobs. « Vous pouvez le faire. Occupez-vous-en. Vous y arriverez. » Du jour au lendemain, l'usine a été transformée en verrerie et en 6 mois, suffisamment d'écrans avaient été produits pour la première série de téléphones. Cela est radicalement différent du comportement qu'on nous a inculqué. Sois réaliste, nous a-t-on répété. Tiens compte des critiques, joue franc jeu avec les autres, fais des compromis. Et si les autres avaient tort? Et si l'opinion générale était trop conservatrice? C'est cette réaction courante de nous plaindre, reporter et abandonner qui nous arrête.
Un entrepreneur est quelqu'un qui a confiance dans sa capacité à créer quelque chose là où il n'y a rien. Pour lui, l'idée que personne d'autre n'a jamais fait ceci ou cela est une bonne chose. Lorsqu'on nous attribue une tâche injuste, certains y voient une chance de se mettre à l'épreuve et de tout donner, sachant combien il leur sera difficile d'en sortir vainqueur. Ils y voient une opportunité, car c'est souvent dans cet état d'esprit « je n'ai rien à perdre » qu'on est le plus créatif. Nos meilleures idées naissent là où les obstacles illuminent de nouvelles options.